Je vous propose un nouveau quiz. Alors cette fois, on a rétabli la connexion et normalement, si tout se passe bien, ça devrait marcher. Sinon, bon, on fera comme tout à l'heure, le vote à main levée, ça va très bien marcher. Alors, vous allez voir apparaître en scannant ce QR code, donc il faut de nouveau scanner. Scannez le QR code et vous allez voir s'afficher donc la prochaine question. Évidemment, c'est encore sur l'inclusion économique, le thème qui nous réunit aujourd'hui et plus particulièrement se confronter. Alors, j'espère que cette fois, vous avez pu avoir la question. Je vois que monsieur, attendez, j'ai essayé de ne pas vous gêner. Pour scanner ce QR code, est-ce que la question apparaît chez vous? Oui, non, non, oui. Un peu de patience. Alors, soyons patients. Il n'empêche, je vais commencer à vous poser la question. Et puis, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, on enchaînera. Alors, le sport, puisque ça concerne le sport. Et là, je fais appel à votre intuition, vos connaissances. Qui a dit « Le sport, c'est une école d'inclusion qui permet de dépasser les barrières de classe, d'ethnie et d'âge ». Donc pareil, on vous a facilité la tâche, on vous donne 4 propositions. Est-ce que c'est Barack Obama? Formidable, ça fonctionne. Barack Obama, Emmanuel Macron, je vois que 0% pour l'instant, Tony Estanguet ou Kylian Mbappé. Donc vous avez le choix entre un président, un ancien président, un sportif ou un ancien sportif. Ah ouais, c'est pas mal, pas mal. En tout cas, on voit que ça bouge quand même, hein. Ça se joue entre Tony Estanguet et Barack Obama. Bon, Emmanuel Macron, définitivement, il est hors jeu sur ce coup. Alors, il nous reste quelques petites secondes. Ah là 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 là. Voilà, et on va approcher du résultat et je vais vous livrer la citation complète. La personne donc, qui a prononcé ces mots, c'est bien Barack Obama et non Tony Estanguet. Il aurait pu bien, mais c'est Barack Obama. Alors, je vous livre la citation complète. C'était lors de la réunion annuelle de la Fondation Obama à Chicago en octobre 2017. Et il a dit, deux points ouvrez les guillemets, dans le sport, il y a quelque chose de vrai et d'authentique qui encourage le mérite et la persévérance. C'est une école d'inclusion qui permet de dépasser les barrières de classe, d'ethnie et d'âge. Fin de citation. Alors évidemment, la transition, elle est toute trouvée puisque notre prochaine séquence, c'est une rencontre inattendue entre champions et dirigeants. Et pour l'animer, j'appelle Nabil Bouajra, directeur régional Maghreb-Orient de TV5 Monde, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Nabil, bonjour, bienvenue, ça va, ça fait longtemps, plaisir de te retrouver ici. Et donc un plateau exceptionnel pour toi, cher Nabil, 2 champions du monde, rien que ça. Je crois que ça n'était jamais arrivé encore sur ce sommet. Je te laisse la scène, on se retrouve tout à l'heure. Okay. Sinon, tu peux prendre les micros à chef. Okay. Les micros, voilà. Je ne suis pas habitué. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous pour ce panel qui, moi, m'inspire et au-delà de mes fonctions de directeur de TV5 au Maghreb-Orient, me touche personnellement. Et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, le sport, on est tous d'accord pour dire que c'est encore ce que disait M. Obama. Voilà, au Barack. Le terrain où la méritocratie fonctionne encore, quel que soit votre nom, votre adresse, votre réseau, ce qui compte, c'est ce qu'on donne sur place et comment on travaille, parce que le résultat, il se voit tout de suite, on ne peut pas tricher, soit on est bon, soit on est mauvais. Et donc voilà, pour répondre à toutes ces questions autour de comment faire du sport un levier d'inclusion et de performance pour les entreprises, j'appelle à me rejoindre Madame Héloïse Gentil. Madame Sarah Moussadak, championne. Et Monsieur Larbi Benboudaoud. Merci. Alors pour moi, c'est un véritable honneur et je suis très enchanté d'avoir à modérer ce panel avec des personnalités
aussi intéressante, aussi inspirante et aussi importante. Je vous laisse vous présenter rapidement, parce que je ne l'ai pas fait quand vous êtes monté sur scène par oubli ou malpolitesse. Désolé. Donc je vous laisse vous présenter, parce que vous avez tous des parcours incroyables. Donc Madame Héloïse Gentil. Oui, bonjour à tous, honneur partagé, hein, merci beaucoup. Donc moi, je travaille à France Travail aujourd'hui. J'ai eu la chance auparavant d'avoir un parcours non pas comme championne, hein, comme vous, mais dans l'organisation des Jeux olympiques à l'étranger et aussi sur la candidature des Jeux de Paris. Et donc, je travaille maintenant pour France Travail sur un programme sport dont on va parler ensuite. Bonjour, vous m'entendez? Alors moi, c'est Sarah Moussadak, championne du monde de kickboxing, numéro 1 mondiale au Glory Kickboxing. Merci. Merci. Du coup, numéro 1 mondiale au Glory Kickboxing, qui est la plus grande organisation mondiale de kickboxing qui concentre les meilleurs combattants et combattantes au monde. Et actuellement, je fais une transition vers le MMA. Et j'ai signé un contrat justement avec l'ARES, la plus grande organisation de MMA en France. Bravo. Et Monsieur Larbi Ben Daoud. Alors moi, j'ai été, toi c'est d'actualité, moi j'ai été. J'ai été aussi champion du monde, médaille olympique. J'ai ensuite été entraîneur des équipes de France, les garçons, les filles. Et ensuite j'ai fini directeur, enfin non, j'ai pas fini. Oui, je finis directeur de relations institutionnelles, mais avant j'ai été patron des équipes de France pour les Jeux de Tokyo. Voilà. Merci. On va rentrer dans le vif du sujet. On sait tous que le sport aujourd'hui révèle des talents. Ces talents avant tout le monde, avant même le monde de l'entreprise. Il reconnecte les jeunes éloignés de toutes ces institutions, que ce soit France Travail, que ce soit le monde du travail. Il restaure la confiance, il nous transmet la rigueur, la discipline, l'estime de soi. Et donc voilà, donc je voulais déjà commencer pour une question pour vous trois. Sur vos terrains respectifs, comment observez-vous l'impact du sport sur l'insertion et pourquoi ce sujet aujourd'hui devient une priorité aujourd'hui pour les institutions, les entreprises et les clubs? Donc Héloïse, je vais commencer par vous. Juste pour un peu recontextualiser, en France, on a 18 millions de membres d'un club sportif en France, 160 000 clubs sportifs, dont 72 fédérations sportives partenaires des clubs engagés. Et vous avez comme objectif à France Travail, fin 2024, 10 000 clubs engagés. 10 000 clubs. Donc du coup, est-ce que ce chiffre a été atteint? Et donc voilà, donc je vous laisse nous expliquer un peu. Oui, merci Nabil. Alors effectivement, c'est important de positionner donc France Travail aujourd'hui, hein, et c'est vraiment engagé sur l'insertion par le sport comme levier vers l'emploi, ce qui est assez vraiment une chance parce que jusque-là, c'était pas du tout forcément bien ancré dans les pouvoirs publics. Il y avait quelques acteurs de l'insertion par le sport, mais vraiment sur des territoires et limités forcément à leur capacité de faire. Et avec France Travail, on a eu l'ambition, donc avec c'est le directeur général Thibaut Guilluy, de créer une communauté de clubs sportifs qui ont envie de s'engager sur ce terrain-là ou qui le font déjà. C'est pour ça qu'on appelle des clubs sportifs engagés. C'est-à-dire que beaucoup, c'est l'ADN, la conviction de départ, c'est que beaucoup de clubs sont déjà dans la démarche d'accompagner au-delà du sport les licenciés qu'ils ont qu'ils ont dans leur club, mais aussi parfois les familles. On sait que l'entraîneur est toujours sollicité sur bien d'autres aspects, qu'il est au courant de tous les sujets qui concernent la famille, dès qu'il y a un problème dans la famille, forcément ça va affecter le jeune. Donc voilà, donc l'ADN du projet, c'était d'aller chercher les clubs sportifs volontaires sur tout le territoire national. Donc on a aussi bien des clubs engagés à La Réunion qu'à Mayotte, en Guyane. Et donc effectivement, on a atteint notre objectif. On est ravis puisqu'on a plus de maintenant 10 000 clubs, même 11 000 clubs engagés. Sachant que l'objectif n'est pas tant de les ça a été aussi une ambition, de les répertorier dans les actions qu'ils mènent déjà. Et ensuite, c'est pas tant de faire grossir le chiffre, mais plutôt la qualité des actions, puisque toute l'ambition, c'est de rapprocher ces clubs des agences France Travail de leur territoire pour qu'ils puissent mener ensemble des actions au bénéfice des publics, donc localement, et bien sûr en fonction des besoins de chaque territoire. Donc plutôt que de parachuter des acteurs extérieurs sur ce dispositif sportif, on veut vraiment que ça travaille localement
que l'agence identifie les clubs avec lesquels elle peut faire, que les clubs se manifestent quand ils ont envie. Et donc, on a des actions très simples, hein, encore une fois, on n'a rien inventé. On s'est contenté de passer à l'échelle les bonnes pratiques sur le territoire qu'on avait pu identifier. On a beaucoup d'initiatives aussi à l'international, hein, qui sont plus ou moins connues aussi, mais voilà, l'ambition, c'est comment simplifier les actions pour qu'on puisse les déployer et permettre à chaque club volontaire et agence d'en porter une. Donc, ça va être par exemple les actions de job dating sportif du stade vers Justement, l'emploi. j'allais vous demander Voilà. comment aujourd'hui le sport permet de repérer ces talents que des circuits Exact. classiques et traditionnels ne voient pas, et quels signaux vous observez sur le terrain, et concrètement, ça se passe comment en fait entre les sportifs et vous? Alors en fait, donc nous on avait déjà un besoin on a un club tout simplement qui a inventé le modèle, dans les Hauts-de-France, un club d'athlétisme, en Zin, d'un job dating sportif en mode anonyme entre les recruteurs et les demandeurs d'emploi, avec donc une activité sportive pratiquée ensemble, toute la matinée, qui permet, tout simplement, tout ce que le sport permet, de lever les freins, briser la glace. Les demandeurs d'emploi sont plus détendus et les recruteurs, du coup, voient les personnalités plutôt que les compétences sur le CV. D'ailleurs, ne voient pas le CV, hein, c'est toute l'ambition, de recruter au-delà du CV, d'aller chercher du coup des personnes qui ne sont pas à l'aise non plus avec les codes d'un entretien classique ou qui n'auraient pas toutes les bonnes, toutes les bonnes cases remplies sur leur CV, effectivement, pour pouvoir mettre en avant leur personnalité avant tout. Et on le voit, on a aussi beaucoup de recruteurs qui recherchent avant tout des personnalités. Donc voilà, c'est le principe de ce job dating sportif qui s'appelle du stade vers l'emploi et qui s'organise autant avec du judo qu'avec du foot, qu'avec du rugby, puisqu'il s'agit bien sûr d'une pratique sportive adaptée. Donc ensuite, il y a un déjeuner pris en commun. Et la levée de l'anonymat, ce n'est qu'après le déjeuner, D'accord. avec une présentation des profils et des postes, et un job dating qui du coup se fait sur le terrain, avec un 60% de retour à l'emploi direct. Parfait. Voilà. Du coup, là, pour un peu schématiser, on a des jeunes, des moins jeunes, des gens qui sont un peu éloignés du circuit classique de recrutement, qui sont dans des clubs de sport. Les entreprises viennent faire du job dating. Du coup, ma question maintenant pour vous, monsieur Larrabé, quand on parle en tant qu'entrepreneur ou entreprise ou recruteur, on cherche certaines valeurs, certaines choses qu'on retrouve dans le sport, notamment la performance, l'exigence et la rigueur. Du coup, comment, avec votre parcours, comment cette culture de l'effort et de l'exigence peut-elle inspirer les entreprises et les recruteurs justement à se rapprocher plus de ces jeunes-là, plus avec ces valeurs qu'avec le CV? Alors, enfin, C'est une question très difficile, je sais. non, mais la performance, euh, alors au sens propre du terme par rapport à moi, à mes fonctions, je vous parlerai de, vous avez vu, on parle des palmarès, mais pour moi, elle est beaucoup plus large, la performance. Et la culture de la performance, on l'a forcément dans le sport, puisque dans le sport, il y a de la confrontation, il y a des systèmes de compétition, et on veut gagner la médaille. On est d'accord? Et donc, on est obligé de se mettre dans une démarche de perf. Après, c'est à nous de mettre l'environnement, justement, pour faire cette performance. Et les exigences pour faire une perf, alors je parle pour le sport, mais c'est la même chose dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'on a un cadre qui est intemporel. Hier, aujourd'hui ou demain, les champions de demain, s'ils veulent avoir la médaille d'or, il va falloir qu'ils respectent ce cadre. Ensuite, ce cadre, c'est à nous, c'est à l'environnement. En l'occurrence, quand c'est des équipes de France, c'est à nous de mettre en place ce cadre, ces exigences, avec la rigueur qui va avec, parce que c'est pas vrai. On ne peut pas faire une performance en restant dans sa zone de confort. Ça, c'est pas possible. Eh bien, c'est la même chose, je pense, pour le monde de l'entreprise. Il faut poser ce cadre, il faut être exigeant, mais par contre, s'il y a un truc qui est hyper important, c'est que ce cadre et ces exigences, elles valent pour tout le monde. Et là, comme je dis, en tout cas dans le sport, on reste un domaine qui est dans le judo où on peut parler de méritocratie. Et
Et cette méritocratie, ce qui n'empêche pas d'être exigeant et rigoureux, hein. On ne fait pas de cadeaux, hein. Moi, aujourd'hui, la Fédération française de judo, pour vous donner des chiffres, c'est 600 000 licenciés. Et l'équipe de France olympique, c'est 7 garçons, 7 filles, hein. Donc c'est un système très élitiste, on est d'accord. C'est du très haut niveau, c'est le principe du haut niveau. Mais par contre, c'est possible pour tout le monde. On est dans le haut niveau, et je pense même au-delà du haut niveau, dans la vie en général, et c'est certainement la même chose dans le monde du travail. Je dis qu'il n'y a pas d'égalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'y a pas d'égalité. Quand on va arriver et qu'il y a 10 CV pour un poste, il n'y en a qu'un seul qui sera pris. Donc, et puis, un championnat du monde, tu sais, quand tu es championne du monde, sur le podium, il n'y a que toi qui es là-haut, hein. Il y a peut-être une deuxième, une troisième, mais elles sont en dessous. Mais justement, est-ce que cette culture du sport, parce qu'on parle que de la performance et que des victoires, mais aussi tous les échecs qui sont derrière, qui ont amené à finalement cette victoire, comment on peut imprégner cette culture du sport à la fois de la performance et d'échecs et de l'expliquer dans le monde de l'entreprise qui ne voit que la performance en fait. Aux États-Unis, par exemple, quand vous intégrez une grande entreprise ou une start-up, l'échec, ils vont plus vous demander qu'est-ce que tu as raté, qu'est-ce que tu as loupé, plutôt que ce que tu as réussi. Parce que c'est un travail de longue haleine, ce sont des étapes. Du coup, j'imagine que dans le judo, c'est pas au bout d'un an on devient champion et qu'on monte sur le podium. Comment on peut inculquer cette culture de la méritocratie et du sport dans le monde de l'entreprise aujourd'hui avec ces fédérations, avec ces clubs Du coup, c'est ça aujourd'hui, quand on parle d'inclusion par le sport, c'est pas parce qu'on est sportif et qu'on a une licence dans un club qu'on va aller déposer un CV, qu'on va être pris. Il y a tout un mindset derrière. Et justement, le travail que font France Travail, les clubs engagés, et vous, avec la Fédération de judo, comment est-ce qu'on peut aider à faire entrer cette culture dans le monde de l'entreprise? Déjà, tu parles d'échec, je vais citer Mandela. Vous savez ce qu'il disait, Mandela? Je me souviens plus, mais Il disait, je perds jamais. Ou je gagne, ou j'apprends. Donc déjà, il faut être dans cette démarche. Je veux dire que, oui, moi, j'ai pas été, peut-être sur le papier, il y avait des gens qui avaient beaucoup plus de qualité que moi, et c'est pareil pour le travail. Mais à partir du moment, alors pour moi, la valeur travail, la besogne, c'est primordial pour y arriver. Après, on va avoir les profils, ceux qui sont doués, plus doués, mais au final, ce qu'il faut inculquer à travers cette valeur travail, c'est que, oui, on va avoir des échecs, mais ces échecs-là vont nous faire grandir et on va avancer. Ensuite, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'égalité dans un système de haut niveau ou de concurrence. Oui, mais par contre, nous, ce qu'on doit garantir, enfin, ce qu'on fait au judo, et c'est ce qui fait qu'on a eu une équipe de France, que ce soit ma génération ou aujourd'hui, très, très performante, c'est que nous, il n'y a pas d'égalité, je vous ai dit, il n'y a que 7 chez les garçons, 7 chez les filles, mais il y a de l'équité. Quand on fait une compétition, d'accord, on va faire un 100 mètres, il n'y a personne qui part avec 10 mètres d'avance. Okay, oui. Même si on sait qu'à l'arrivée, il n'y en a qu'un seul qui va être médaille d'or. Et donc ça, on est obligé de le... Et la personne qui va être en situation d'échec, elle va le comprendre. Et elle va essayer, on va l'accompagner, des athlètes qui ont perdu, on les accompagne pour relever la tête et avancer. Mais elle comprend que je vais apprendre de cet échec. Mais il n'y a pas eu d'injustice. On est partis tous les deux sur la même ligne de départ. Et donc ça, aujourd'hui, nous, au judo, je vais vous donner un exemple. Hein. Aujourd'hui ou hier, moi je vais parler, allez, ma génération. Moi j'ai été en équipe de France avec des grands noms du sport français, avec des David Douillet, des Jamel Bourras. Et alors, vous savez, moi je suis le petit garçon d'origine maghrébine qui a grandi dans la banlieue parisienne, dans le 93, avec tous les clichés qui vont avec. D'accord, mais David Douillet, qui était en équipe de France avec moi, lui, il vient du fin fond de la Normandie, avec leurs clichés aussi. Hein. Moi, braqueur de banque, 93. Je pourrais dire, lui, le bonheur est dans le pré, hein, il est sur un tracteur, il arrive de la Normandie. Je pourrais dire la même chose. Ou Stéphane Traîneau, qui venait de Vendée ou Caucase. Eh bien, quelle était la probabilité, moi, pour le petit garçon de la banlieue parisienne, de me retrouver ami et être frère d'armes avec un David Douillet qui venait de la Normandie, ou de Bourras de la banlieue parisienne, ou Traîneau de Vendée?
Il n'y avait pas. Il n'y a que cette méritocratie, ce travail. On est arrivé, il n'y a plus de barrière. J'ai adoré la petite phrase d'Obama. Là. Ouais. Exactement. Il n'y a que le sport. Et pourquoi je donne cet exemple? Et je vais faire le parallèle avec le monde de l'entreprise. Parce que, et je dis ça en toute humilité, en tout cas chez les garçons, je crois que je me suis aligné avec c'était la Dream Team. Dans cette équipe, au jeu de Sydney, il n'y avait que des champions du monde, champions olympiques, avec cette différence. Et ce qu'on a mis en avant, c'est juste voilà, vos performances. Vous êtes le meilleur, peu importe d'où tu viens. Et avec ça, on a fait péter des Marseillaises aux 4 coins de la planète. Donc, cette diversité, elle a permis de la performance. Il n'y a pas de raison que dans le monde de l'entreprise, ce ne soit pas le cas. Tout en maintenant, sans tomber dans le milieu, oh mais moi, pourquoi moi et les autres? Non. L'équité, tu es bon, tu seras pris. Si tu n'es pas bon, tu retournes, tu vas apprendre, tu vas progresser. Et demain, ce sera toi qui sera le... J'allais même dire, tu es bon et tu seras reconnu comme bon par des bons. Parce qu'on est aussi dans un tournant de médiocratie aussi. Il faut en parler également. On parle de méritocratie, mais il y a aussi beaucoup de médiocratie dans le monde d'entreprise où on sera perçu comme bon par un bon manager. Un manager mauvais ou moyen qui cherche à garder son poste ne recrutera jamais quelqu'un de bon. Donc, ça, c'est la petite parenthèse un peu punchline de ma part. Je dis toujours que les bons managers, s'ils peuvent, ils vont s'entourer de meilleurs qu'eux. C'est la base. Les mauvais, au pays des aveugles, le borgne, il est roi. Ben d'ailleurs, il y a même une étude. C'est une erreur. Il y a même une étude sociologique là-dessus sur la cacocratie, je crois, ou la médiocratie, qui est tout un concept. J'ai une question. Je voudrais revenir sur ce que vous avez, si je peux. Hein, non, j'allais justement te donner la parole sur la persévérance. Mais moi, j'ai une question. C'est ouvert justement pour les clubs de boxe aussi? Ou c'est réservé à certains sports uniquement? Non, bien sûr, oui, c'est tous les sports. D'accord. On a beaucoup de clubs de boxe déjà, avec des clubs emblématiques, notamment celui de Sarah Ouramoun, Boxer Inside. Oui, Sarah Ouramoun, je connais très bien. Parce que moi, je suis du Valenciennois, donc c'est Anzin. C'est à côté d'Anzin, vraiment. Ça fait partie du Valenciennois, Anzin. Justement, vous avez dit Anzin, du coup, et j'étais pas au courant de justement ça, et je trouve ça vraiment C'est bien. justement l'intérêt pour nous, c'est de faire connaître davantage à tous les clubs. On travaille aussi avec les fédérations, mais aussi des porte-voix comme vous pouvez être en tant que champion, pour faire connaître, parce que vous l'avez vécu, le sport, le pouvoir du sport comme un levier. On le voit avec l'Arbi aujourd'hui, qui a une très belle carrière aussi dans la fédération. Et toi, tu es encore athlète, mais demain, tu pourras aussi rejoindre. Et je suis persuadée qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui vous souhaiteront te recruter. Donc, oui, je pense. Ça reste à voir. Hein. Mais justement, Sarah, Oui. la transition est parfaite. Du coup, votre parcours entre performance, résilience et reconversion illustre cette notion de talent qui se construit autrement. Moi, j'ai adoré votre parcours. Et est-ce que vous pouvez nous le rappeler en quelques mots? Parce que moi, j'ai adoré un peu ce côté. Vous étiez dans les études, vous étiez parti pour faire de grandes études de droit, et vous avez choisi le sport par amour, pas par, par opportunité d'évolution, parce qu'on n'a pas d'autre choix ailleurs. Oui, voilà, c'était pas le modèle vraiment. C'est la boxe qui m'a sorti de la galère. Voilà, c'est ce que on je va voulais parler entendre. clairement. Voilà, non, c'est rien à voir. C'est moi qui ai choisi vraiment ce sport, et c'est ce sport aussi qui m'a choisi. J'ai toujours aspiré à faire de grandes choses dans ma vie depuis très jeune. Je voulais vraiment marquer les esprits, et je voulais vraiment réussir ma vie. Et justement, j'ai mis toutes les chances de mon côté, que ce soit dans mon parcours scolaire, dans mes études, ou dans le sport à haut niveau. Donc, Je rappelle que Sarah a fait une prépa Sciences Po et 2 années de droit. Oui, voilà, c'est ça. J'ai fait une prépa Sciences Po au lycée, justement, un atelier où justement pour passer le concours Sciences Po Paris. Ensuite, j'ai poursuivi des études de droit, et tout ça en même temps que ma carrière. Après, arrivé à un certain niveau, c'était compliqué de concilier les deux. Et j'ai signé un grand contrat justement avec le Glory, qui était la plus grande organisation mondiale de kickboxing. Et là, c'était plutôt compliqué de faire un entraînement le matin, un entraînement le soir, tout en suivant des cours à la fac. À un moment donné, il fallait faire un choix. J'ai poussé. Ça a été très difficile pour moi de faire un choix, parce que j'aimais ça. J'aimais vraiment les études, donc moi je me retrouve pas dans un modèle où c'est la boxe qui m'a sorti de ça. Moi, la boxe, je l'aime comme je la déteste,
clairement, voilà. C'est sûr, c'est comme ça. Mais pour revenir à ça, oui, c'était compliqué de faire un choix, mais je l'ai fait parce que mes études, je peux les reprendre à n'importe quel moment. Je suis très ouverte à faire ça et là, c'était vraiment mes meilleures années. Et je me suis pas trompée, hein. Je suis devenue championne du monde et numéro 1 mondiale dans ma catégorie. Et aujourd'hui, je fais une transition. J'ai encore de grandes choses à faire. Mais c'est pas pour ça que je ne pense pas au futur et à ce que je peux faire par la suite. Justement, on en parlait tout à l'heure avec vous, Sarah, quand on préparait cette réunion. Moi, quelque chose qui m'a interpellé et puis qui m'a vraiment agréablement surpris. Ça rejoignait une discussion que j'avais d'amis sportifs de très haut niveau sur l'après-sport. Les sportifs ne sont pas forcément préparés pendant leur carrière à l'après, où ça passe de la fame à devenir quelqu'un de random. Et justement, vous préparez déjà parce que vous avez fait le choix d'avoir quelqu'un qui vous conseille justement pour l'après. Justement, oui, tout à l'heure, on parlait de l'après. Beaucoup de sportifs se prennent quand même une claque. Donc, on est champion et après, fin de carrière, on n'est rien. Beaucoup se retrouvent comme ça et c'est compliqué à gérer. Moi, je m'entoure d'un préparateur mental. Donc, on travaille sur beaucoup de choses et on optimise un peu aussi la performance. Et on travaille aussi là-dessus. Mais moi, ça a toujours été vraiment important aussi, notamment mes études, parce que moi, j'ai toujours pensé à l'après. J'avais des coachs qui me poussaient vraiment dans le sport, parce que voilà, je suis une athlète de haut niveau, je suis performante, etc. Ça, on le sait. Mais si demain je me blesse, qu'est-ce que je vais manger, clairement? Je vais manger quoi? Moi, je combats. En fait, les sports de combat sont encore plus particuliers, encore plus le kickboxing. C'est des sports vraiment à part, on va dire, hein. C'est une mentalité différente. Si je ne combats pas, je ne suis pas rémunéré. Il n'y a pas de sportif de haut niveau. On n'a pas de rémunération par mois. On n'est pas dans les équipes de France avec des budgets, etc. C'est vraiment à part. Et encore, une femme dans un milieu comme ça, c'est assez particulier. Moi, j'ai dû faire ma place. Et maintenant, on me voit comme une athlète professionnelle. On ne me voit plus comme une femme. On me voit vraiment comme une athlète professionnelle. Du coup, c'était quoi la question? Non, c'était pas une question, c'était une réflexion et je pense même que sur l'après, oui, sur l'après. l'après, on devrait, enfin, les clubs engagés, les fédérations et toutes les entreprises, peut-être mettre l'accent sur la préparation mentale des sportifs, quel que soit leur niveau, hein, pour l'après, Bien sûr. en cas de blessure. Bien sûr, parce que même lors d'une carrière, on peut, moi personnellement, je reçois des coups, on peut avoir des KO. Et si moi j'ai eu un KO, j'ai perdu au Dôme de Paris devant un public. Voilà, même j'ai fait des salles, des stades de 25 000 personnes, alors que j'avais 20 ans. C'est des grosses pressions, c'est des gros shows à gérer, et en même temps, on se prend des coups. Donc après, on peut être blessé, et si on est blessé, si on vit un échec, et ben en fait, on peut même perdre des sponsors, on peut perdre tout, alors que pourtant notre carrière continue, et ça, faut savoir le surmonter. Donc il y a beaucoup de sportifs qui passent par des dépressions, et c'est compliqué. Donc être entouré correctement et d'un préparateur mental, je pense que c'est très important, et surtout aussi pour préparer l'après-carrière. Super. Et vous, l'arbitre, de votre côté, les fédérations préparent justement, alors on parle d'inclusion pour le monde de l'entreprise, mais à partir du moment où on parlait de cette valeur du sport qui est la confiance en soi, où cette confiance commence à être un peu égratignée par des échecs ou des Alors, défaites. nous, non seulement ça nous tient à cœur, mais en plus de ça, ça va au-delà de l'élite. Parce que je disais tout à l'heure, l'élite, c'est quand même c'est très peu. Alors, bien sûr, on met en place, on essaye d'accompagner au mieux, et puis même, on a des obligations, hein. On ne peut pas lâcher nos athlètes comme ça. Il y a toujours l'obligation d'avoir le double projet, d'aménager. Voilà, on est accompagné. Il y a une politique quand même fédérale qui fait que. Mais nous, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que ce qu'on veut, on est un sport reconnu à forte valeur éducative. Mais pourquoi en fait? En fait, tout ce système de grades, quand tu commences les ceintures blanches et tu passes, tu as des étapes dans ta vie. C'est comme ça dans ta vie, même dans ta vie quand tu es gamin, même ta vie professionnelle. Tu démarres peut-être au rez-de-chaussée, puis après tu passes, et quand tu es au rez-de-chaussée, tu es ceinture blanche et tu montes. Et donc, à travers ce savoir-faire qu'on transmet à nos gamins, et je parle volontairement du gamin qui demain, ou de la gamine, qui demain sera un homme, une femme responsable, qui devra trouver sa place dans la société, et on leur transmet à travers notre discipline
des attitudes, des comportements, au-delà du savoir-faire, on leur partage un savoir-être Exactement. qui va faire que dans leur vie plus tard professionnelle ou dans les objectifs, et là on peut parler de perf. Parce que la perf, c'est assez subjectif. Oui, la perf, si tu attends de faire péter une Marseillaise sur un podium mondial pour appeler ça une perf, il n'y en a pas beaucoup qui vont faire des perfs. Mais par contre, la perf socio-éducative, et quand tu accompagnes ces jeunes, eh bien, quand ils sortent du dojo, ok, il a rêvé d'être champion, il n'est pas devenu champion parce qu'il y avait meilleur que lui, mais par contre, tu es ressorti de là-dedans, tu es armé pour justement faire une perf dans ta vie et avoir l'attitude et le comportement du champion ou de la championne dans ta vie perso, dans tes objectifs que tu vas te fixer, et ainsi de suite. Et ça, pour nous, c'est primordial. Justement, les entreprises l'ont comprise. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'entreprises ont des clubs sportifs au sein même de leur CE. Et pour clôturer ce panel, je voulais vous demander à chacun une histoire inspirante ou un exemple de quelqu'un que vous avez connu qui a eu, grâce au sport, un tremplin dans le monde de l'entreprise ou dont le sport a changé la vie dans le cadre de l'entrepreneuriat ou dans l'entreprise. Héloïse, si vous avez quelqu'un en tête. Oui, alors c'est vrai que nous, on est plus sur vraiment le grand public. Vraiment, bien sûr, on a plein d'exemples en haut niveau, mais avec France Travail, on est surtout sur le grand public et comment, donc, grâce au sport, on a réussi à... je pense à une personne, par exemple, sur un stade vers l'emploi, une dame qui, à chaque fois le club expliquait les consignes, elle s'attachait à réexpliquer les consignes à tous les participants. Et donc, il y a un recruteur dans le bâtiment qui a remarqué cette attitude qu'elle avait et qui lui a expliqué que c'était vraiment quelque chose qui est recherché dans le bâtiment pour justement entourer les ouvriers, pour bien s'assurer qu'ils ont bien compris les consignes. Et donc, d'un naturel et d'une façon d'être, d'un savoir-être finalement qu'elle avait spontanément, c'est devenu du coup un métier et elle s'est ouverte vers les métiers du bâtiment sur les chantiers. Voilà, donc typiquement un exemple. Du concret. Et vous, Sarah ? J'ai pas d'exemple en tête. Déjà vous Je peux vous déjà un donner exemple. mon exemple futur en fait. Voilà. Je reviendrai dans quelques années. Avec plaisir, en tant que chef On va faire d'entreprise. ça. Et vous, Larvi ? Nous, moi, il y en a beaucoup, mais bon, je vais. Qui vous a vraiment marqué ? Vous êtes dit, s'il n'y avait pas le sport, il ne serait pas là aujourd'hui. Une qui m'a marqué, c'est un petit. Et tout à l'heure, il y avait Laure Carmen, je crois, qui est intervenue dans la table ronde d'avant. C'est un petit en situation de handicap, le petit Samy, qui est trisomique, que j'ai connu dans un club de la banlieue parisienne. Que le club de judo, il est passionné de judo, ceinture marron, on va le préparer pour la ceinture noire. C'est un jeune, il a 21 ans. On l'a intégré au club de judo avec un service civique où il accompagne, il donne les cours aux gamins, aux petits du judo. Alors il est coach adjoint, il entraîne. Voilà. Et grâce à ça, grâce à son histoire, il y a le réseau du judo. Là, il y avait une personne dans le club qui travaillait sur Roissy. Eh bien, ils sont aperçus de ses capacités et que c'est pas parce qu'il était en situation de handicap qu'il pouvait pas. Voilà, il avait des handicapacités. En fait, c'est un handicapable. Et donc, il a intégré récemment via la fondation ADP. Là, il a intégré un poste. Et aujourd'hui, il travaille, il est en poste et il est comme monsieur et madame tout le monde et il est épanoui, il a trouvé sa place dans la société. Et sa porte d'entrée, ça a été le judo. Comme quoi, le sport peut être un outil et est un outil indispensable pour l'inclusion. Alors, moi, mon histoire est beaucoup moins romantique et beaucoup moins belle que cette histoire. Alors moi, j'en avais deux. C'était déjà une, c'est personnel. Si je suis là aujourd'hui avec vous en tant que directeur d'une chaîne de télévision, venant des Vosges, du fin fond de la forêt, d'origine immigrée, c'est grâce au sport en fait. C'est qu'à chaque fois que alors on parlait de la méritocratie, mais dans les études c'est autre chose. J'ai essayé de gravir les gestions et à chaque fois j'ai trouvé un stage en entreprise, j'ai essayé de trouver le club de foot de l'entreprise dans lequel j'intégrais l'équipe qui était en général composée de top management. Et c'est comme ça que je me suis fait mon réseau et que j'ai gravé les échelons au fur et à mesure de toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et le dernier exemple, c'est qu'on a une équipe de foot avec des copains CSP+, des patrons d'entreprise. Sur Aubervilliers, on joue au foot et il y a une application quand il manque des joueurs où n'importe qui peut s'inscrire et venir jouer avec nous. Et de temps en temps, certains joueurs des quartiers à côté sont sur l'application, ils nous rejoignent. Certains sont devenus réguliers
Et dans les vestiaires, entre nous, on discute. Ah, tu fais quoi? Non, il faut que je me dépêche. J'ai des livraisons à faire. Je suis Deliveroo. Ah, mais tu as fait quoi comme étude? J'ai fait ça, ça, ça. Et dans l'équipe, il y a le patron de 11 mondial, Oracle, etc. Tiens, si tu veux, on peut faire un truc ensemble. Et du coup, j'ai vu du concret grâce au sport, en fait. Des gens qui sont venus jouer au foot et qui sont repartis avec un emploi. Donc, du coup, aujourd'hui, pour finir, parce qu'on a déjà 3 minutes de dépasser. C'est bon, vas-y. Juste, aujourd'hui, alors, on a parlé de tout ce qui marche, mais qu'est-ce qui aujourd'hui bloque encore ce modèle entre l'inclusion par le sport dans le monde des entreprises? Juste en une phrase. Chacun, si vous avez un... Moi, je voudrais quand même souligner que déjà, il y a un très bel effort. Et surtout, tu parlais de foot, c'est pour ça que je rebondis. À 13h15, je vous invite à venir dans l'autre salle, puisqu'on aura France Travail, notre directeur général, qui signera une convention de partenariat avec Philippe Diallo, le président de la Fédération française de foot. Donc voilà, pour vous montrer l'engouement et vraiment l'engagement des fédérations autour de cette mission. Et derrière France Travail, c'est tout un réseau d'entreprises. On travaille aussi avec le réseau Les Entreprises s'engagent pour pousser ces modèles et ils sont très friands. Vraiment, on a beaucoup de boîtes qui nous demandent à recruter même des sportifs de haut niveau sur d'autres métiers. Donc voilà, France Travail se mobilise petit à petit sur tous les sujets, notamment l'accompagnement d'ailleurs des sportifs de haut niveau et sportifs professionnels, puisqu'il y en a beaucoup. Voilà. Super. Sarah, Pose la question, s'il vous plaît. C'était qu'est-ce qui bloque encore? Comment on peut encore améliorer ce chemin entre le sport et le monde de l'entreprise? Écoutez, il y a beaucoup de choses à améliorer. On va vraiment dépasser le timing sinon. Mais en fait, parce que moi, j'ai vraiment mon milieu qui est les sports de combat, donc c'est encore plus arriéré par rapport aux disciplines comme le foot ou le judo. Donc il y a énormément de choses à voir. Et là, vous parliez des vestiaires, etc., mais entre garçons encore, Oui. pas entre filles. C'est vrai. Dites-moi entre filles, Sarah Ouramoun, oui, elle réussit, etc., c'est super. Mais il y en a combien? C'est encore différent. Donc Ouais. voilà. Justement, Donc, c'est un point bloquant qu'il faudra Oui, voilà, débloquer. déjà un point. Et vous, Larbi? Déjà, je tiens à dire, parce que c'est vrai, souvent par rapport aux clichés, c'est l'équipe féminine aux derniers Jeux Olympiques, c'est 5 médailles, quand les garçons, c'est 3. Donc avec sport de combat, Ouais. avec tous les clichés qui vont avec. Ah, c'est un sport de combat, c'est pas les filles et tout. Heureusement qu'elles sont là, les filles. Bon, après, peut-être qu'elles ont eu un bon entraîneur. Surtout. Non, alors moi, je dirais juste une chose, c'est je pense qu'on a beaucoup de savoir-faire dans nos quartiers, dans ceux qui justement ont du mal à avoir accès à l'emploi. Eh bien, il faut le faire savoir. Et eux, ils n'ont pas toujours le réseau, les contacts pour le faire savoir. Donc tu as dit, tu vois, l'opportunité, c'est le vestiaire. Tu as rencontré ces chefs d'entreprise qui t'ont donné l'opportunité. Exactement. Mais ces opportunités, il faut les créer, quoi. Voilà. Et le sport peut aider justement à faire savoir que dans ces quartiers, il y a du savoir-faire. Et toujours en maintenant l'exigence au niveau de l'objectif qu'on veut atteindre. Voilà. Exactement. Justement. C'était le mot de la fin. Voilà. Et non, le mot de la fin, c'est que le sport reste encore aujourd'hui un des rares lieux où la méritocratie a encore sa place. Merci Nabil. Merci également à vos invités d'avoir éclairé ce pont entre le monde du sport et le monde économique.